Alors peut-être avant de commencer, on va faire un petit test technique rapide. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Et voyez-vous également le support à l'écran? Alors n'hésitez pas à le confirmer dans le chat situé à droite en bas de votre écran. Je vois des oui. Oui, super. Super. On laisse peut-être encore quelques secondes supplémentaires pour permettre aux derniers participants de se connecter. Alors peut-être pour rappel, ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay. Et je vois que tout est OK. On voit le support. Top, connexion. Écoutez, il est 12h01. Moi, je vous propose de démarrer. Alors, bienvenue à toutes et à tous. Donc, moi, je me présente. Je suis Sabine Curcier, référente prévention au sein de la direction d'action sociale et sociétale pour le métier de la santé et de la prévoyance du groupe Apicil. Alors, notre mission à l'action sociale, c'est de vous accompagner, vous et vos proches, tout au long de la vie et particulièrement dans les moments de fragilité. Nous soutenons également de grands projets sociétaux pour améliorer l'accès aux soins, accompagner les patients et leurs familles, favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap ou encourager la recherche médicale. Il faut savoir qu'également, nous proposons tout au long de l'année un programme de prévention santé pour informer, sensibiliser, accompagner chacun. D'ailleurs, vous retrouverez l'ensemble de ce programme sur notre site, monapicil.com. Je vous mettrai dans la zone chat le lien pour y accéder. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir autour de ce nouveau rendez-vous prévention. Alors le thème du jour est essentiel. C'est comment bien vivre sa ménopause. Parler de soi, s'écouter, et la ménopause concerne toutes les femmes et chacune à sa manière. Alors au programme, nous allons briser le tabou, comprendre ce qui se joue dans le corps, parler de la prise de poids et des habitudes à adapter, explorer également des solutions médicales, naturelles, pratiques, et puis surtout repartir avec des conseils simples et concrets. Alors n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous prendrons un moment en fin de webinaire pour y répondre. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Cécile Orsoni, docteur en pharmacie. Bonjour, Bienvenue, merci d'être avec nous. Et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a quelques personnes qui ont des problèmes de son et d'image. Est-ce que c'est en train de se régler? Est-ce que Daniel peut nous confirmer que ça se règle? Parce que là, je ne vois pas de son. Je n'arrive pas à rentrer. Je vois que pas mal de gens disent qu'il y a des soucis. Je vois que Daniel a repris le chat. Donc, si vous souhaitez... Alors, Daniel, vous nous... Ah, bonjour, c'est OK pour ma part. Tout est OK, donc ça a l'air de s'arranger. Très bien. Donc, Sabine, nous démarrons. Daniel, vous nous confirmez qu'on peut y aller? Tout va bien au niveau son image? Vous pouvez y aller. Bon, OK, super. Alors, je ne comprends. Voilà. Donc, merci beaucoup, Sabine. Je suis vraiment très heureuse d'être là parmi vous pour vous parler de ménopause. Je suis effectivement pharmacienne spécialisée en nutraceutique avec un parcours dans l'industrie pharmaceutique. Vous êtes très nombreuses et je vois qu'il y a quelques hommes aussi, c'est super. Et merci aux hommes qui sont parmi nous de suivre ce sujet-là parce qu'ils sont concernés aussi. J'ai travaillé pas mal de fois, pas mal de temps sur le sujet de la santé de la femme.
Et c'est d'ailleurs là où j'ai eu envie de m'intéresser aux produits naturels de santé. J'étais un petit peu désolée de voir que pour les nausées de la femme enceinte en particulier, on donnait ces fameux Vogalène, Vogalib, Primperan, Motilium, qui sont quand même vraiment pas des traitements fameux, et l'ANSM en a convenu. Voilà, et ça a été un peu le point de départ de la réflexion pour effectivement lancer cette web app dont on va reparler, qui s'appelle Goodnat, qui permet en fait une meilleure connaissance des remèdes naturels en se basant sur ce qui est validé scientifiquement. Mais on va y revenir, parce qu'effectivement, je suis très orientée sur la santé basée sur les preuves, et voilà, c'est ce que j'ai voulu faire effectivement dans le domaine de la santé au naturel. Alors, on va commencer par. Alors, on a 5 grandes parties quand même qu'on va aborder. Donc, beaucoup de choses, hein, mais on va essayer d'être très pratico-pratique et que vous repartiez vraiment avec des idées claires sur ce sujet-là, parce qu'il y a vraiment des choses qui changent, qui bougent, et c'est ça qui est très intéressant. Donc, on va parler de la ménopause, évidemment, c'est le sujet, mais surtout comprendre son corps, parce que ça, c'est vraiment. Une fois qu'on a compris ce qui se passait dans son corps, effectivement, on est beaucoup mieux armé pour agir. On fera un petit point aussi sur la prise de poids, puisque c'est vraiment le sujet de beaucoup de femmes qui entre 45 et 55 ans, qui sont concernées par les troubles de la ménopause. Maintenant, on agit, hein, il n'est plus question de rester dans son coin et de se taire. Non, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, et on peut agir et vivre cette période de transition sereinement. Et puis, on parlera, effectivement, on vous donnera, j'essaierai de vous donner des conseils pratiques. Alors, des chiffres clés. Déjà, on voit que, déjà, on est d'accord, je crois, pour dire que 100% des femmes sont concernées, hein, c'est à moins d'accidents, mais c'est un passage universel. Et plus précisément, en fait, c'est quand même le quart de la population française qui est concernée, c'est-à-dire 17 millions de personnes. Donc, s'il y a une chose de sûre déjà à retenir sur cette slide, c'est qu'on n'est pas seul. On est très nombreuses, et c'est pour ça qu'effectivement il faut que ça bouge, parce qu'on voit l'ampleur du sujet. Alors, l'âge moyen d'apparition de la ménopause est de 55 ans et de 51 ans. Ne m'en voulez pas si je regarde un peu sur le côté, parce que j'ai un grand écran sur le côté. Et ce qui se passe, c'est que dans la mesure où effectivement l'espérance de vie est plus longue, donc je disais effectivement, on est très nombreuses à être concernées. C'est un tiers de notre vie que l'on va passer en post-ménopause. Donc, c'est évidemment une grande période de vie, et c'est pour ça qu'il faut agir. Et en agissant au bon moment, effectivement, on agit sur sa santé sur les 30 prochaines années. Donc, c'est quand même très important. 75% des femmes présentent des symptômes, et il y en a vraiment un quart qui vont avoir vraiment des symptômes sévères qui vont impacter fortement leur qualité de vie. Donc, c'est majeur de s'y intéresser, et c'est majeur effectivement de comprendre en fait, voilà, ce qui se passe sur notre organisme. Jusque-là, c'est vrai qu'il y avait un tabou autour de ce sujet, on n'en parlait pas. Alors, il y a tout un tas de mécanismes qui peuvent expliquer ça, mais dans notre imaginaire collectif, en fait, la ménopause, c'était vraiment lié à la fin des règles, la fin de la fertilité et donc de la féminité. Bon, c'était une vision assez archaïque des choses, mais c'est vrai qu'on était dans une société quand même patriarcale, beaucoup plus centrée sur la femme jeune en âge de se reproduire, plutôt que sur la femme âgée. Donc, même si c'est un changement hormonal tout à fait naturel, c'est vrai que c'était dans l'image des gens, c'était associé à la vieillesse. Et sauf qu'aujourd'hui, on est vieille beaucoup plus tard. Donc, à 50 ans, on n'est pas du tout vieille, et il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais ça nourrissait en fait un sentiment de perte de valeur chez certaines femmes, de sortie de jeu, et aussi bien socialement que sexuellement, une espèce d'impression d'inutilité. Donc, le silence, c'était un peu une façon une stratégie d'un peu d'autoprotection. Et faute d'écoute, faute de solution, en fait, les femmes avaient tendance à se résigner. Mais ça, comme disait la publicité, c'était avant.
Et ce que l'on constate aussi, c'est que entre de mère-fille, en fait, on n'avait pas, c'était pas un sujet dont on parlait vraiment. D'ailleurs, on peut peut-être lancer un petit sondage rapide pour savoir si nos participantes savent à quel âge leur mère a été ménopausée. Alors, dans l'onglet chat, vous avez, pardon, dans l'onglet sondage, vous pouvez y répondre. Top. Vous Super. avez un onglet sondage à droite de l'écran et je pense que vous le voyez. Et on a les réponses, un non, hein. Beaucoup de non. Alors, Aucune idée. voilà, donc en fait, je ne sais pas si on a le résultat du sondage sur, voilà, est-ce que vous savez à quel âge votre mère a été ménopausée? On n'a pas encore, on laisse encore un petit moment, mais je vous donnerai le nom, mais D'accord. Et donc voilà, on n'en parlait pas effectivement de mère en fille. On n'en parlait pas dans le couple parce qu'en fait, la femme préférait éviter ce sujet parce que c'était effectivement une façon un peu de. Enfin, elle avait peur de dévoiler une vulnérabilité, peur d'être jugée, peur d'être perçue comme moins femme. Et puis c'est vrai qu'aussi au niveau du corps médical, ils étaient quand même pas très à l'écoute, pas très bien formés. Et en fait, c'était voilà, on pouvait pas vraiment avoir un soutien auprès d'eux comme on peut l'avoir aujourd'hui. Et puis, il faut bien dire aussi ce qui est. Et pour avoir travaillé dans l'industrie pharmaceutique, c'est un fait, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les problématiques vraiment liées uniquement à la santé de la femme sont un peu moins bien pourvues à tout niveau, financièrement, etc. Bon, voilà, c'est quelque chose qui change aussi petit à petit, mais ce n'était pas une priorité pour les pouvoirs publics. Et vous allez voir quand même, aujourd'hui, les choses changent. Alors, ce slide, en fait, c'est surtout, voilà, c'est pour visuellement voir cette courbe qui chute. Et cette courbe qui chute, c'est le niveau d'estrogène. Parce que la ménopause, donc je crois plus ou moins tout le monde le sait, mais c'est un arrêt définitif des menstruations pendant 12 mois consécutifs. C'est la fin de l'activité ovarienne, c'est l'arrêt des cycles menstruels. Mais c'est surtout cette courbe qui chute et ça paraît évident quand on parle d'hyperthyroïdie, d'hypothyroïdie, de problèmes d'insuline. On sait que ce sont des hormones qui ont un impact fort sur l'organisme et pour les estrogènes, je ne sais pas pourquoi, on n'a pas toujours cette même perception. Pour les estrogènes, c'est pareil, c'est-à-dire qu'effectivement, cette chute importante va créer quand même beaucoup de bouleversements dans l'organisme et c'est voilà, une irritabilité qu'on n'avait pas, des sautes d'humeur, un manque d'énergie, des crampes, des maux de tête, une prise de poids, des insomnies, enfin voilà, tout un tas de choses. Et ça a des conséquences donc biologiques. Parce qu'en fait, l'hypothalamus devient, à cause de cette chute d'estrogène, devient instable. Ça provoque ce qu'on appelle des décharges vasomotrices. Et ces décharges vasomotrices, ce sont ces fameuses bouffées de chaleur. Donc, au lieu de dire j'ai des bouffées de chaleur, vous pouvez dire j'ai mon hypothalamus instable. Mais c'est vrai que c'est ça, parce que l'hypothalamus, en fait, et l'hypophyse tentent de stimuler les ovaires parce qu'effectivement, ils ne répondent plus comme avant. Donc ça crée énormément de perturbations au niveau du sommeil. Ça, c'est plus lié à la baisse aussi de progestérone, qui baisse plus progressivement que les estrogènes, mais qui baisse. Et à contrario, on a une augmentation des hormones hypophysaires. Et ça aussi, effectivement, ça va créer un certain nombre de conséquences, parce que ce qu'il faut aussi bien comprendre, et c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment s'intéresser à ce sujet-là, c'est que les estrogènes, elles ont plein de fonctions. Elles ont évidemment des fonctions au niveau de la sphère génito-urinaire, mais aussi au niveau des artères, au niveau des os, au niveau du cœur, enfin voilà, au niveau de plein de choses. Donc une chute d'hormones, ça modifie la composition corporelle du corps et ça modifie aussi la répartition des graisses qui a la fâcheuse tendance à aller sur la zone abdominale. Donc, vous voyez que tout est perturbé.
la thermorégulation, le sommeil, le système cardiovasculaire, l'appareil ostéo-articulaire, le métabolisme et le poids, la peau, les muqueuses, les cheveux, etc. Donc, c'est vrai que c'est quand même pas anodin tout ça. Ça crée pas mal voilà, de perturbations, encore une fois. Et donc, l'idée, c'est de savoir voilà, comment on pallie à ce phénomène. Donc, en résumé, la ménopause, ce n'est absolument pas seulement l'arrêt des règles, c'est une réorganisation mais vraiment de tout le corps. Voilà, lié à ce déficit en estrogène et progestérone qui va impacter sur tous ces organes majeurs, hein, qui sont le cerveau, le cœur, les os, les muqueuses, le métabolisme. Mais bon, voilà, la bonne nouvelle, c'est que ça peut être anticipé, accompagné et quand même bien vécu. Mais effectivement, ça suppose un certain nombre de choses, une prise en charge adaptée, une remise en question d'un certain nombre d'habitudes et on va en parler tout de suite. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand même, pour dire que les choses bougent, là, c'est manifeste, c'est qu'il y a eu, là, en début d'année, c'était en mars ou en avril, une mission parlementaire qui a émis un rapport très intéressant sur ce sujet-là. Et ce sont 25 recommandations très concrètes. Alors là, j'ai juste donné les grands axes, mais qui vont quand même amener vraiment à revoir les choses. D'abord, c'est bon, une meilleure information, plus de prévention, se préparer effectivement à cette période-là, qu'on n'arrive pas comme ça effectivement sans aucune info sur ce sujet, ça ce n'est plus possible. Et dès le collège, en fait, éduquer les jeunes, une meilleure communication publique et plus de recherche sur ce sujet-là. Et ils proposent la mise en place d'un bilan prévention complet dès 45 ans. Et ça, toutes les personnes qui sont là et toutes celles qui vont écouter le replay et toutes les femmes concernées, je les encourage à faire ce bilan prévention, à prendre le temps de faire ce bilan prévention. Ça me paraît très important. La formation des professionnels va être renforcée. Et on va mieux comprendre effectivement le bien fondé de ces traitements hormonosubstitutifs, hein, les THM et les autres alternatives, dont on va parler aussi tout à l'heure. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va prendre en compte la ménopause au travail. Parce que, et donc là, merci à tous les managers et manageuses qui sont là, parce que elles seront, voilà, vous serez mieux formés sur ces sujets pour aussi pouvoir adapter l'environnement de travail et intégrer cet état de fait dans les politiques RH. Il y a les choses ont pas mal évolué sur les problèmes de règles, parce qu'il y a des femmes qui sont très impactées aussi par des règles douloureuses, abondantes et tout. Mais effectivement, la ménopause aussi, ça sera un sujet qui sera traité comme il se doit. Cécile, je me permets de vous interrompre. On a quelques questions, notamment sur le bilan prévention. Comment le faire? Voilà, pas mal de questions autour de ce sujet, si vous pouvez. Oui, alors ce bilan prévention, en fait, donc c'est encore assez nouveau, mais ça existe déjà et ça, on peut s'adresser aussi bien à son médecin traitant qu'à son gynécologue. On peut également s'adresser aux sages-femmes. C'est vrai qu'on ne pense pas aux sages-femmes forcément pour la ménopause, mais si, il y a un certain nombre de sages-femmes maintenant qui sont sur ces sujets-là. On peut s'adresser à son pharmacien d'officine. Donc voilà, il y a tout un tas de gens qui sont capables de... alors, ça ne sera peut-être pas 100%, mais s'ils ne sont pas capables de vous donner une réponse, il faut qu'ils se renseignent, absolument. Et c'est toute une batterie de questionnaires et ça permet de s'interroger sur toutes ces habitudes. Mais on va en reparler dans 2 minutes. Merci. Il faut savoir aussi que toutes les femmes ne sont pas égales face à ce problème de ménopause. Donc là, je vois qu'il y a 44% quand même des femmes des participantes qui savent à quel âge leur mère a été ménopausée. C'est déjà très bien. Et donc 56% qui ne savent pas. Mais c'est vrai que c'est une indication. Mais là, en fait, dans cette slide, ce qu'il faut montrer, c'est qu'il y a des facteurs non modifiables. C'est vrai que les antécédents familiaux, on ne peut pas les modifier. C'est quand même intéressant de savoir effectivement comment ça a été vécu chez sa mère. Et puis, il y a des facteurs modifiables. Et c'est comme ceux-là qui nous intéressent le plus, évidemment. Et c'est clair que le mode de vie, le stress, l'environnement psychosocial
les facteurs de santé préexistants vont impacter sur effectivement la façon de ressentir les troubles de la ménopause. L'alimentation, l'activité physique, la consommation d'alcool et de tabac, ça impacte la sévérité des bouffées de chaleur. Ça va intervenir sur le poids, la santé osseuse, la santé cardiovasculaire et le stress aussi. D'où effectivement des techniques aussi à mettre en œuvre pour essayer de limiter ça. Alors, c'est vrai que quand on a des facteurs de santé préexistants, c'est pas toujours facile de faire mieux que ce que l'on fait, c'est-à-dire se traiter et être pris en charge. Mais c'est vrai que aussi, ça peut avoir un impact sur la façon de... Ça module l'expérience de la ménopause. Alors, un petit focus sur justement cette fameuse prise de poids. Un chiffre qui peut quand même peut-être vous parler, c'est qu'entre 45 et 60 ans, voilà, en moyenne, les femmes prennent 7 kilos. Alors 7 kilos, je sais pas, regardez, j'ai une bouteille d'eau, là, je sais pas si vous me voyez, mais là, j'ai 3 kilos. Là, j'ai 4 kilos 50. Là, j'ai encore 3 bouteilles. Enfin bon, bref, je crois que vous m'avez comprise. C'est beaucoup. Et on peut, je pense, essayer d'y remédier parce que ça va vite. Et la prise de poids, elle est multifactorielle, en fait. D'abord, il y a une baisse des besoins caloriques. Et ça, c'est comme ça. On mange de la même façon, on ne mange pas du tout plus et on prend du poids. Et ça, c'est vrai que c'est quand même très énervant parce qu'on se dit, mais mince, j'ai rien changé, je mange pas plus, je mange normalement et je prends du poids. Oui, mais il y a une baisse, le besoin calorique est plus faible. Donc, si le besoin calorique est plus faible, c'est une balance entre le besoin calorique et puis les dépenses. Donc, si le besoin calorique est plus faible, eh ben, effectivement, alors soit on se dépense beaucoup, beaucoup plus, soit il faut baisser le nombre de calories ingurgitées. Il y a effectivement tendance à avoir une accumulation, je disais tout à l'heure, des graisses au niveau du ventre, sans forcément d'ailleurs perdre du poids. C'est une répartition qui se fait de façon différente. Et le tour de taille augmente. Il faut savoir aussi qu'il y a une corrélation entre le tour de taille et le risque cardiovasculaire. Donc, c'est pour ça que les médecins parlent d'IMC. Voilà, donc une prise de poids il faut vraiment être vigilant et on va essayer de vous donner effectivement des conseils pratiques par rapport à ça. Il y a aussi, donc, en plus de l'accumulation de graisse, une tendance à la chute de la masse musculaire, d'où l'importance aussi de l'activité sportive. Alors là, on voulait faire, juste avant de passer sur maintenant les traitements, on voulait faire aussi un sondage rapide. Est-ce que, Sabine, vous pouvez nous lancer le sondage sur justement, est-ce que vous êtes prête à changer certaines de vos habitudes, votre hygiène de vie, votre alimentation, votre activité sportive, votre tabac, alcool? Dites-nous en répondant au sondage si c'est le cas ou pas. Et puis, je vais continuer parce que sinon, on ne va pas avoir le temps de tout faire après. Donc, je continue d'avancer. Vous êtes OK, Sabine? Je suis OK. Merci. Alors, on y va. Donc, on en parlait, je vous en parlais il y a 5 minutes. Il y a effectivement la possibilité de faire ce bilan prévention. Donc, vraiment, ça me paraît très intéressant parce que c'est suffisamment important et on a vu à quel point, effectivement, ça a impacté tout le corps et des organes majeurs. Et c'est quand même s'intéresser à sa santé pour les 30 prochaines années. Donc, on ne peut pas passer à côté. Donc, c'est le moment ou jamais de faire un vrai bilan prévention et de se poser des questions sur quelle est mon hygiène de vie, est-ce que je fais assez d'activité physique, en termes d'alimentation, qu'est-ce qu'il en est, alcool, tabac, bon, ça, on sait que évidemment, c'est jamais formidable, mais donc il y a quelques recommandations. Après, on fait ce qu'on peut dans ce domaine. Je pense surtout au tabac, l'alcool, c'est peut-être plus facile. Gestion de ses émotions, c'est vrai qu'aussi, effectivement, il y a sûrement un lien entre la gestion de ses émotions aussi et la prise de poids. Donc, des techniques qui vont vous permettre de mieux gérer vos émotions, votre stress, aussi même la fatigue, mais comme l'activité sportive aussi qui a quand même beaucoup de vertus, ça va aussi avoir un impact sur la prise de poids. C'est un examen qui est remboursé, donc on peut le faire auprès de tout un tas de praticiens et vraiment c'est une très bonne chose. Alors voyons tout de suite
les traitements, ces fameux traitements hormonaux de la ménopause qui ont été si décriés pendant les années 2000. En fait, ils ont été décriés, franchement à tort. Depuis, il y a eu d'autres études qui ont été, proposées, qui ont été faites, et il y a eu aussi surtout une meilleure analyse, des études, qui ont existé. Et maintenant, ce qu'on sait, c'est que voilà, les traitements hormonaux substitutifs, ils ont quand même 3 gros avantages. Et c'est pas rien. Premier avantage, corriger les symptômes ménopausiques gênants, en particulier ces fameuses bouffées de chaleur, qui sont quand même très embêtantes, pour un certain nombre de femmes. C'est prévenir la perte osseuse. Bon, ça, inutile de vous faire un dessin, évidemment, c'est majeur. Et puis la prévention de l'atrophie vaginale. Donc ça, c'est quand même 3 gros avantages. C'est quand même le seul traitement qui a prouvé son efficacité pour diminuer de manière significative le nombre de fractures chez la femme de 50 à 60 ans. Donc c'est quand même très important. Et aujourd'hui, à l'époque, en fait, il y a 50 ans, il y avait à peu près une femme sur 2 qui avait un traitement, hormonal substitutif, et c'est passé à 6 à cause de tout ça. Et en fait, ça a été, je pense vraiment, une très préjudiciable aux femmes, parce que ça a été vraiment très mal compris, très mal interprété. Voilà, aujourd'hui, vraiment parlez-en avec votre gynécologue, votre médecin aussi, mais les gynécologues, ils sont quand même mieux formés sur ces sujets-là, je pense. Et c'est avec, le gynécologue, vous verrez effectivement ce qu'il en est pour vous. Mais voilà, enfin, moi, en tout cas, mon avis, c'est que quand ça impacte vraiment la qualité de vie, et s'il n'y a pas de contre-indication, bien sûr, c'est vraiment une très bonne chose, de profiter de ces traitements. Alors, c'est vrai qu'il y a des risques aussi, et je vous les ai mentionnés. On a beaucoup parlé du risque du cancer du sein. Les chiffres, ils sont là, hein. C'est 2 cas supplémentaires pour 1000 femmes qui prennent un traitement hormonal de la ménopause pendant 5 ans. Donc, le chiffre, normal, enfin le chiffre, les études montrent que il y a 50 femmes sur 1000 qui vont faire un cancer du sein, et là, on passe à 52. Donc c'est pas non plus une augmentation énorme, hein. Non, quand même, on est bien loin de ça. En plus, ça n'induit pas le cancer. Ça stimule en fait un cancer microscopique qui est déjà là. Alors effectivement, ce cancer microscopique qui est déjà là, est-ce qu'il resterait silencieux ou pas? Ça, on ne sait pas. Mais en fait, on voit quand même à travers ces chiffres, je pense que, ce qu'on voit, c'est que le niveau de risque reste faible. En plus, quand on prend un traitement hormonal substitutif, on est suivi. On a, on a des mammos, on a des bilans, on voit son gynéco, on est suivi. Et je pense que, et puis vous allez voir dans la slide suivante aussi un certain nombre de recommandations pour encore limiter les risques. Donc le risque, il est bien inférieur aux avantages. Encore une fois, si on peut profiter de ces traitements, puisque c'est vrai que si on a eu un cancer du sein, ça ne va pas être possible. Cancer de l'endomètre, le risque est très limité si on ajoute un progestatif, et aujourd'hui on ajoute toujours un progestatif. Et cancer de l'ovaire, l'augmentation du risque est évaluée à 1 cas supplémentaire pour 10 000 femmes. Donc, c'est quand même pas beaucoup non plus. Et là, tout de suite, on voit qu'il y a plusieurs façons aussi d'améliorer encore cette prise en charge. D'abord, effectivement, c'est toujours estrogène et progestérone ensemble. On préférera des hormones naturelles féminines, et pas de synthèse. Ce qui est important à savoir, vraiment important à savoir, c'est qu'on démarrera ce traitement à proximité de la date à laquelle le diagnostic de ménopause a été posé. C'est-à-dire que si la ménopause, si on suit la moyenne 51 ans, voilà, il faut le prendre vraiment peu de temps après ces 51 ans, 1 an ou 2 ans après au plus tard, mais pas 10 ans après. Voilà, ça c'est vraiment tout ce que disent tous les gynécologues. On préfère à la voie cutanée, ça diminue le risque veineux, et puis, il faudra, bien sûr, être suivi médicalement. Et ça, si on respecte ça, on limite ces risques. Pour la petite histoire, tout le monde connaît, je pense, Estelle Lefébure, et elle en parle, elle a écrit des livres là-dessus, et elle prend un traitement hormonal substitutif, et elle en est très contente apparemment, enfin c'est ce qu'elle dit. Et donc vous pouvez aussi retrouver toutes ces recommandations dans une brochure qui est faite par le groupe d'études de la ménopause et du vieillissement hormonal. GEMVI, c'est très bien fait, vous pouvez aller voir ça. Alors, il y a des traitements non hormonaux également de la ménopause, en particulier si on a eu un cancer du sein. Il y a les fameux ISRS et
IRSN. Alors, en fait, voilà, ça fait partie de la classe des antidépresseurs, mais c'est pas ça trop qu'il faut voir, c'est surtout que ce sont des molécules qui agissent en fait sur les récepteurs qui sont impliqués dans l'apparition des bouffées de chaleur. Donc, c'est pour ça qu'en fait, ils sont utilisés et ils peuvent agir. On a aussi donc des antihypertenseurs comme la clonidine et la gabapentine, et anticonvulsivants, pardon, pour la gabapentine. Et puis un acide aminé qui a eu son AMM aussi dans cette indication, qui est la bêta-alanine. Donc ça va réduire en fait le nombre de bouffées de chaleur et leur intensité. Et puis nous avons un certain nombre de produits naturels de santé, dont des plantes médicinales. Et là, c'est ce que vous retrouverez sur Goodnat, on va en parler à la fin. Donc, cette web app qui vous est proposée, offerte par l'Action sociale à Piscille pendant donc une durée de 1 an. Et vous pouvez retrouver, donc en fait, c'est ce qui a été validé scientifiquement dans une indication donnée. Et donc, on va retrouver l'acté à grappe noire, le soja. L'équol, c'est un isoflavone du soja, donc c'est la même famille. La rhubarbe, la sauge officinale. Et en fait, là, vous avez les petites coches, ça correspond à un niveau de preuve. Donc, en fait, en fonction du nombre d'études, la qualité des études cliniques chez l'homme, toujours, enfin chez la femme en l'occurrence, qui ont eu lieu, en fait, on met nos algorithmes sur Goodnat vous donnent le niveau de preuve. Donc, c'est plus ou moins solide. Et vous voyez que là, quand on a 3 coches, c'est quand même, c'est déjà assez solide. Ça sera jamais aussi efficace que le traitement hormonal de la ménopause, hein, je crois qu'il faut le reconnaître, mais ça peut quand même bien aider. Et là, vous avez donc les dosages. Et puis, vous pouvez choisir en fonction aussi de ce qu'ils ont prouvé et pour quel trouble, pour quels symptômes. Il y en a, par exemple, ça va être plus sur l'humeur, d'autres, par exemple, plus sur la tension artérielle ou le taux de cholestérol, ou sur les bouffées de chaleur. Il y en a qui sont plus générales, la rhubarbe, mais bon, le niveau de preuve est un petit peu plus faible. Donc ça, vous pourrez voir tout ça tranquillement en allant sur Goodnat. On a aussi la gelée royale qui a montré son intérêt pour améliorer les symptômes de la ménopause. Le millepertuis qui est très connu aussi dans les problèmes d'anxiété, dépression, donc des troubles de l'humeur. Alors ça sera, je pense pas qu'on le trouve vraiment en vente libre, mais vous pouvez en parler à votre gynécologue. Le gâtillier, la maca et le houblon. Donc encore une fois, regardez bien surtout quels sont les dosages recommandés. Tout ça, c'est ce qui ressort des essais cliniques. Et puis, choisissez-les en fonction de vos symptômes à vous, puisque la ménopause, en fait, c'est tout un cortège de troubles. Il y en a, selon les sources, 16, 20, 30. Enfin, en tout cas, les principaux, vous les retrouverez. Vous pourrez les rechercher dans Goodnat et voir effectivement quelles sont les solutions naturelles proposées pour y remédier et avec donc leur niveau de preuve et surtout comment ils doivent être utilisés. Dans les huiles essentielles, il y en a 2 qu'on peut citer, qui sont l'huile essentielle de lavande officinale. Je pense que quand même un certain nombre d'entre vous la connaissent. Ça améliore aussi les symptômes de la ménopause, hein, donc c'est en gouttes sur le poignet. Et la sauge clarée, là ça se prendra par voie orale et ça améliore aussi les troubles de l'humeur. Et puis, surtout, pensez bien au calcium et à la vitamine D. Ça, je crois que tout le monde doit être, enfin, là encore, hein, parlez-en avec votre médecin, mais les recommandations, c'est comme vraiment de prendre un supplément en vitamine D en général. C'est recommandé pour les femmes ménopausées sans traitement hormonal et avec une densité osseuse à la limite de l'ostéopénie. Donc, c'est quand même pas mal de femmes. Donc, vitamine D en gouttes. Là, c'est à raison de 300 IU par goutte, donc 4 gouttes. Et 4 gouttes, c'est par jour. C'est mieux. Après, ça dépend effectivement si on est observant ou pas, mais c'est mieux d'en prendre 4 tous les jours que une dose par mois. Mais si vous prenez une dose par mois, c'est en tout cas vraiment mieux que rien du tout. Calcium aussi, ça, bon, évidemment, on en trouve dans l'alimentation, hein, bien sûr, donc dans les produits laitiers, même certaines eaux minérales, etc. Mais vous pouvez aussi faire quelques cures de suppléments, de compléments alimentaires à base de calcium. Et puis les oméga 3 qui contribuent à maintenir une pression sanguine normale
et à maintenir des taux de triglycérides normaux qu'on va retrouver aussi dans l'alimentation, bien sûr. Alors tout ça, en fait, vous aurez des détails parce que c'est vrai que tous ces produits de santé naturelle, hein, ce sont des produits, enfin, je pense en particulier aux plantes médicinales, bien sûr, mais ce sont des produits vivants et faut pas croire que c'est parce que c'est naturel que ça ne présente aucun inconvénient. Non, ça serait trop simple. Donc, il faut toujours bien regarder l'étiquette, par qui ça a été fait, utiliser plutôt. Je pense que c'est quand même mieux les produits qui sont vendus en pharmacie. Sur internet, on ne sait pas toujours très bien enfin, à moins qu'on connaisse bien le fournisseur, et alors là tout va bien, mais sinon il faut quand même rester vigilant. Et en tout cas, je vous le disais, hein, l'action sociale santé prévoyance du groupe Apicil met à votre disposition ce service GoodNap, donc profitez-en. Et en 3 clics, vous allez savoir si il existe une solution naturelle qui est validée scientifiquement pour répondre aux problèmes que vous avez, donc aux troubles, aux symptômes que vous avez, dans le cadre de la ménopause, mais il y a bien d'autres troubles qui sont traités. Quelle est la solidité de la preuve? Comment vous devez l'utiliser? Et si c'est compatible avec votre traitement médicamenteux, si vous en prenez un. Ça, c'est très important aussi parce qu'il y a quelques cocktails qui sont détonnants. Parlons aussi d'alimentation anti-inflammatoire. Il y a tout un tas d'aliments qui sont anti-inflammatoires, donc autant les connaître et en les utiliser, voire même en abuser pour le coup, hein. Donc les poissons gras, la grenade, le chocolat noir. Et ça, le chocolat noir, ça fait partie des choses qu'on peut se permettre, donc il ne faut pas hésiter. Les fruits, en particulier les fruits rouges, les noix, les huiles de noix, tout ce qui est noix, noisettes, olives, huile d'olive, les aliments fermentés, curcuma, gingembre, avocat, pistache, thé vert, légumes, et puis les céréales. Et je rappelle les recommandations alimentaires générales, hein, ça c'est pas que pour les femmes ménopausées, mais c'est 170 grammes de céréales par jour sur la base d'un régime de 2000 calories. 2000 calories par jour, c'est déjà très très bien. On n'est vraiment pas obligé d'aller d'ailleurs aussi loin. Et donc c'est au moins 85 grammes ou 90 grammes de céréales complètes, hein, donc du riz complet, des pâtes complètes, et maintenant elles sont très bien, très bonnes, et je pense que c'est une bonne idée d'aller vers ça. L'activité physique, ça sera vraiment important aussi parce que ça régule plein de choses. C'est pas pour avoir des muscles plus importants, hein, c'est vraiment parce que ça agit sur le sommeil, sur l'humeur, sur la densité osseuse, sur la réduction du risque cardiovasculaire. Il y a le yoga dont l'intérêt a été validé dans les bouffées de chaleur et les troubles du sommeil, donc ne pas hésiter. Il y a des techniques de gestion du stress aussi qui ont été validées, comme il y a des thérapies de relaxation, donc ça, il y en a plein, hein. On parlait avec Sabine de la cohérence cardiaque tout à l'heure, mais bon, il y a plein de choses qui sont possibles et ça permet vraiment de se déstresser. L'acupuncture, en revanche, à date, n'a pas vraiment, enfin, son intérêt n'est pas validé. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, hein, chez certaines, hein, et puis il n'y a peut-être pas eu toutes les études qu'il aurait fallu faire. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a pas de preuves, en tout cas tangibles, à disposition à travers le monde. Et puis, vraiment se faire suivre par un professionnel formé. Il y a aussi des naturopathes qui peuvent aider dans ce domaine s'ils sont formés là-dessus. Alors, la ménopause, donc on agit. Je regarde l'heure pour voir si ça va. On agit. Alors, donc 2 choses, alimentation, sport. Non, ça c'est vraiment donc déjà avec le bilan prévention, vous allez voir si où vous en êtes sur ces sujets-là. S'il y a vraiment une chose à retenir au niveau de l'alimentation, parce que c'est vrai, l'alimentation, bon, on dit tellement de choses, tout et son contraire parfois, mais enfin là vraiment, je crois que tous les gynécos, les endocrinologues, vous le verrez sur GemVie, etc., ils sont tous d'accord pour dire que s'il y a vraiment une chose à limiter, c'est le sucre. Voilà, c'est pas marrant, surtout si on aime le sucré. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre de dessert jamais, mais si on en prend une fois de temps en temps, OK, je crois qu'il n'y a pas trop de problème, mais c'est pas tous les jours. Donc le sucre, voilà, il faut vraiment limiter les aliments à index glycémique élevé, donc choisir des aliments à index glycémique bas, ce que je vous ai mis là. Bon, l'alcool, inutile de vous dire que c'est sucré, donc bon voilà. Manger des protéines, très, 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 très important. C'est pas parce qu'on a peut-être moins envie de manger de viande rouge qu'il ne faut pas manger des protéines, hein. Il y en a dans le poulet, il y en a dans le poisson, il y en a dans les noix, dans les noisettes, il y en a pas mal. Pensez bien à s'hydrater et recherchez ces intolérances alimentaires. Vraiment, c'est pas facile parce qu'évidemment, c'est souvent multifactoriel, mais essayez de voir
ce qui fait gonfler, ce qui perturbe la digestion, etc. Voilà, c'est une réflexion à avoir, hein. C'est pas toujours simple d'avoir les réponses claires, mais il faut essayer. Le sport, bon, ça vraiment, je ne peux que vous recommander d'en faire pour toutes ces raisons-là. Quelques petites astuces, c'est vraiment limiter le moins de temps possible assise, c'est-à-dire par exemple quand vous téléphonez, pensez à vous lever. Il faudrait presque avoir peut-être même des petits bips pour se dire, allez, toutes les heures, je me lève. Je me lève pour aller boire, je me lève pour aller, je sais pas, ranger quelque chose, je me lève pour, oui, téléphoner ou autre chose. Voilà. Donc vraiment faire des breaks, se mettre en position debout. Choisir, donc il est conseillé de choisir des sports à impact. C'est-à-dire, ce qu'on appelle sport impact, c'est que l'activité en charge, c'est-à-dire que c'est une activité où les jambes et les pieds portent le propre poids du corps. Bon, donc il y en a quand même pas mal, hein. La marche, le jogging, la danse, ce sont quand même des choses qui peuvent être faciles à faire, les sports collectifs, les sports de raquettes. Et dans les recommandations, c'est donc 2h30 à 5h par semaine si c'est une activité légère à modérée, et 1h30 à 2h30 par semaine si c'est une intensité accrue, par exemple la danse, c'est une intensité accrue, dans les sports collectifs, ou enfin bon, il y a plein de sports comme ça. Voilà, donc ça, faut y penser. Et je sais, les hommes font beaucoup plus de sport que les femmes. Je vois pas pourquoi. Et il y a tellement de sports aujourd'hui disponibles qu'on doit pouvoir trouver chaussures à son pied. Quand je dis sport, en fait, je devrais plutôt dire activité physique. Je pense qu'il y en a vraiment pas mal. 2 autres conseils, hein, on le rabâche aussi, mais vaut mieux continuer à rabâcher, c'est protéger sa peau. La peau, elle est impactée aussi par la chute d'estrogène, et le tabac, bon, c'est pas terrible non plus. C'est pour ça que j'ai mis entre parenthèses le soleil et la cigarette. Et puis, au niveau de la sécheresse vaginale, là, il y a quand même des choses aussi que l'on peut faire, comme utiliser de l'acide hyaluronique ou des estrogènes à usage local. Et là, c'est faiblement dosé, il n'y a aucun risque. Donc, pour conclure, j'espère qu'on est dans les temps. Pour conclure, eh bien, j'ai repris une phrase du docteur Brigitte Letombe, qui a vraiment travaille beaucoup sur ces sujets-là depuis toujours. La périménopause et la ménopause, c'est le bon moment pour prendre un peu de temps pour soi. Parce que finalement, dans ménopause, il y a le mot pause. Donc, ménopause, ça peut dire aussi, c'est le moment un peu de s'arrêter, de prendre du temps pour soi, et de faire le point sur son hygiène de vie, la manière dont on prend soin de soi, de sa santé et de son corps. Et là, c'est une parole de femme, et cela peut être une très belle étape de la vie si on est bien entouré, écouté et respecté dans ses choix. Alors, pour conclure, voilà les 4 recommandations, 4 points pour partir avec. Premièrement, c'est fini le tabou. Maintenant, on en parle, on s'exprime. Il y a heureusement un certain nombre de femmes connues qui ont abordé ce sujet-là. Il y a une certaine, maintenant j'ai perdu, j'ai un blanc, Olivia, je crois que c'est Olivia Cuc, qui est sur Instagram. Enfin bon, il y a quand même beaucoup de femmes qui parlent des groupes sur Facebook et tout ça. Donc on en parle, on s'entoure, et c'est normal qu'on en parle. Ce sont des millions de femmes qui sont concernées. Ça a trop d'impact sur notre santé en général pour que, c'est pas de la coquetterie, donc on en parle. Et c'est comme ça que ça peut être vécu beaucoup mieux. On fait ce bilan prévention, comme ça on questionne et on challenge un peu ses habitudes. C'est vrai qu'on n'aime pas trop changer ses habitudes, mais parfois il faut le faire. Et on agit, c'est comme ça qu'on agit pour bien vieillir, pour vieillir en bonne santé. Il existe vraiment beaucoup de solutions qu'il faut adapter à son profil, et ça vraiment, c'est en en parlant. Il faut revoir sans doute effectivement en particulier son hygiène de vie, mais il y a des traitements. Les traitements hormonaux, ça peut être une très bonne chose. Et puis il y a des traitements non hormonaux et des alternatives non médicamenteuses comme celles, je vous en ai présenté un certain nombre. Donc des plantes médicinales, des produits comme la gelée royale, des vitamines, des minéraux, des oméga 3, des techniques pour se déstresser, et puis voilà, et puis le sport, et puis une bonne alimentation. Donc beaucoup de choses quand même sur lesquelles on peut agir pour passer cette période-là. On peut peut-être passer maintenant aux questions-réponses.
Laisse Cécile regarder dans le chat. Donc on a effectivement, parlé du bilan prévention. Est-ce qu'on peut le faire avant 45 ans? Alors, est-ce que c'est pardon, Sabine, parce que du coup, j'ai essayé de regarder aussi les questions. C'était une question, pardon? Oui, en fait, c'était est-ce que le bilan, de prévention peut être fait avant 45 ans? J'ai 42 ans Ah oui, et je suis en mais bien sûr, ménopause. mais bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, encore une fois, ce sont des chiffres, ce sont des moyennes. Il y a des femmes, alors il y a des femmes qui ont des ménopauses précoces. Ça, c'est pas forcément effectivement, une bonne nouvelle, mais bon, bah, faut faire avec. Donc 42 ans, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, il y a pas du tout que 45-55, on parle de ça, mais parce que la moyenne d'âge, c'est 50-51 ans, mais bien sûr, ça reste des moyennes, donc 42 ans, bien sûr, on peut le faire avant. On a également donc, peut-on faire ce bilan même en ménopause? Oui, il est jamais trop tard. Franchement, il est jamais trop tard parce que ça questionne, on s'interroge sur tout un tas de choses et du coup, en se posant toutes ces questions-là, on se rend compte qu'il y a quand même des choses qu'on peut améliorer. On peut pas tout révolutionner tout de suite comme ça d'un coup d'un seul, hein, faut pas, mais il y a des choses, bon, moi, enfin, je reprends l'exemple du sucre, hein, et bon, moi, j'adore le sucre et franchement, j'ai toujours aimé le sucre bon, et pendant, et jusqu'à 50 ans, ça me posait aucun problème et puis un jour, ça a commencé à m'en poser. Bon, bah, j'ai dû, vraiment fortement freiner, voire arrêter quasiment le sucre. Bon, et c'est faisable. Bon, le chocolat noir, je continue parce que ça va encore, mais voilà, donc il y a quand même des choses qu'on peut modifier, donc il est jamais trop tard, il est jamais trop tard. Et d'ailleurs juste, une petite, remarque aussi, ça me fait penser à ça, c'est parce que c'est vrai que, cette chute d'estrogène, c'est pas forcément, un cadeau qu'on nous fait, mais, et ce qui est vraiment étonnant, c'est que autant l'espérance de vie, elle s'est allongée puisque maintenant on vit, donc la moyenne, hein, c'est plus de 85 ans, mais la période de la ménopause, l'âge de la ménopause, ça n'a pas bougé. C'est toujours 50-51 ans et ça, c'est fou. C'est-à-dire qu'effectivement, ça veut dire donc encore une fois une grande période derrière et donc autant la vivre le mieux possible. OK, il y avait une autre question. Y a-t-il un lien entre l'âge des règles et l'âge de la ménopause? Pas à ma connaissance et ça dépend plus de ses antécédents. C'est vrai que c'est souvent assez proche de ce qui s'est passé chez sa mère. Mais je non, je ne connais pas s'il y a effectivement des ratios entre l'âge des règles et l'âge de la ménopause. Ça, je ne crois pas, mais je ne sais pas. D'accord. Ensuite, voilà quelques questions. Les symptômes ne s'arrêtent-ils pas lorsque la ménopause est passée? J'ai Alors, l'impression. oui, c'est une bonne question aussi parce que c'est vrai que, bah, là, toutes les femmes ne sont pas égales non plus entre elles. C'est-à-dire qu'il y en a, oui, la ménopause passe et en fait, les troubles s'arrêtent assez vite, mais il y en a où ça dure longtemps. En moyenne, les troubles durent quand même, 4-5 ans. Alors c'est plus ou moins sévère, hein, et ça se gère plus ou moins. Il y en a qui se gèrent très bien et puis il y en a qu'on sait gérer, d'autres qu'on sait moins gérer, mais oui, quand même, normalement, enfin ça voilà, ça s'arrête, mais ça vraiment ça dépend des femmes, c'est très, très, très variable. D'accord. Alors après, il y a pas mal de questions, hein, sur les traitements naturels, ce que vous avez évoqué. Comment sont fabriquées les hormones naturelles? Par exemple, peut-on combiner plusieurs plantes médicinales? Donc c'est une autre question. On peut alors comment, les hormones naturelles, ça je saurais pas vraiment répondre à cette question-là. Elles viennent en fait, enfin, il faut juste vérifier que ce sont bien des hormones naturelles et on dit ça par opposition aux hormones qui sont utilisées aux États-Unis et qui viennent, de la jument. Voilà, eux, ils utilisent des hormones qui viennent donc, de la jument. On préfère en France des hormones, naturelles, humaines. Oui, on peut combiner effectivement, bien sûr, plusieurs plantes. Alors là, les experts s'accordent pour dire que, faut pas non plus trop, en prendre à la fois. Enfin, tous ceux qui sont parce que nous on travaille avec un comité, scientifique et ils disent voilà, au-delà de 3, 4, 5 actifs, ça suffit. Parce qu'après, en fait, c'est une espèce de soupe et on ne sait plus très bien ce qu'on prend.
Les dosages, c'est un petit peu aléatoire. Donc voilà, vaut mieux essayer de se focaliser sur celles qui ont les meilleurs niveaux de preuve, qui répondent aux problèmes qui est ressenti, plutôt que d'essayer voilà, de trop accumuler. Ça finit par être contre-productif, ça aussi. D'accord, il y avait une autre question. Peut-on associer un traitement hormonal avec les plantes médicinales? Alors oui, ça va dépendre lesquels, puisqu'il y a des phytoestrogènes. Alors les plantes phytoestrogènes, je vois pas trop l'intérêt de les associer. En revanche, il y a des plantes qui ne sont pas des phytoestrogènes, mais qui vont par exemple faciliter le sommeil, ou qui vont faciliter ou en cas de gêne articulaire, et qui, elles, ne sont pas du tout des phytoestrogènes. Donc là, on peut les associer. D'accord. On parle, voilà, alors après plutôt pouvons-nous parler de la préménopause SVP? On parle également là de périménopause. Quelques questions. Quels sont les symptômes? Comment reconnaître les symptômes? Oui, Vous l'avez alors effectivement, c'est peut-être là où je suis passée un peu vite, parce qu'on a peut-être eu un petit bug, mais là, on le voyait sur ce slide-là. Je reviens 2 secondes là-dessus, comme ça, on a le slide. Voilà. Là, on voyait effectivement que cette zone donc orangée, c'est la périménopause. Donc ça commence, encore ce sont des moyennes, ça commence à partir de 45 ans, et on peut commencer effectivement à ressentir un certain nombre de troubles qui sont indiqués ici. Encore une fois, ça dépend des femmes, mais voilà, il peut y avoir déjà des perturbations. Avant 45 ans, on va parler de préménopause. Bon, là aussi, ça dépend des femmes, mais on peut avoir effectivement avant 45 ans déjà quelques signes, bon, qui sont normalement assez légers au départ, mais ça peut être en tout cas un signal d'alerte, en se disant: «Ah bah tiens, voilà, tiens, c'est peut-être effectivement un début de quelque chose, voilà, je vais m'intéresser au sujet, et puis je vais surtout me renseigner, en parler, voilà, voir mon gynéco, et commencer effectivement à étudier la chose, et à savoir effectivement pour moi, ce qui me conviendra le mieux». J'espère que je réponds à la question. Merci. Une petite question pour la prise de poids. Quoi de naturel? Heu, alors, dans Goodnight, vous verrez, si vous tapez surpoids, surcharge pondérale, vous verrez qu'il y a un certain nombre de choses. Il y a Bon, il y a pas non plus de remède miracle. Il y a quand même le chrome qui aide quand même un petit peu à, ça donne une petite impression de satiété, on a moins faim. Le chrome, c'est pas si mal, hein, pour surtout, voilà, ne pas avoir un peu moins faim. Après, il y a des médicaments, il y a des médicaments anti-obésité qui viennent de sortir. Bon, ça, c'est un autre sujet, et ça, c'est pas trop le sujet d'aujourd'hui. Mais voilà, mais l'idée, c'est plutôt peut-être d'essayer je pense au chrome, parce que c'est vrai que ça a quand même d'assez bons résultats. D'accord. Alors peut-être parler, on arrive en fin de webinaire, peut-être comment bénéficier de Goodnight? Comment accéder à Goodnight si vous Ah oui, alors merci Sabine de me laisser vas-y. cette possibilité. Alors, voilà. Alors donc là, donc vous aurez effectivement dans le téléchargement, en fait, le lien pour accéder à la web app. Ce qui est différent, il y a un site vitrine, hein, qui est ouvert à tout le monde, mais ça, c'est pas ça dont il s'agit. La web app, c'est vraiment donc proposé qu'à ceux comme Apicil, qui sont adhérents. Et ça va répondre à ces questions-là. Est-ce qu'il y a une solution naturelle pour répondre à mon problème, de mon symptôme, mon trouble fonctionnel, etc. Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est sûr, et est-ce que c'est compatible avec mes traitements? Donc là, vous allez voir, vous allez rechercher par les mots. Donc là, vous tapez, il y a un index alphabétique où vous tapez fatigue, vous tapez ménopause, vous tapez bouffée de chaleur, vous tapez nervosité, sommeil, enfin voilà, vous allez voir. Et puis l'index va vous montrer on couvre pas encore tout, mais ça, c'est l'intérêt du digital, ça évolue au fur et à mesure. Donc, au fur et à mesure, on complète, on enrichit, la base s'élargit encore. Là, aujourd'hui, on couvre environ 150 pathologies. Donc là, vous tapez là. Après, là, c'est l'exemple de la fatigue, on va vous proposer les solutions naturelles pour lesquelles il y a des preuves scientifiques. Donc là, vous avez toute une liste. Et puis après, vous cliquerez sur, par exemple, là, dans l'exemple ginseng, si on veut.
et vous aurez la notice de ginseng. Donc, comment l'utiliser, à quel dosage, pendant combien de temps, est-ce qu'il y a des précautions d'emploi et surtout, est-ce que si la personne prend un traitement, un antihypertenseur, un antidiabétique ou que sais-je, qu'elle vérifie en un clic s'il n'y a pas de problème, posé avec ça. Voilà, donc et là, vous avez donc on retrouve c'est la les petites coches, on retrouve le niveau de preuve et ça vous donnera une indication où vous pouvez avoir aussi, un petit picto qui vous indique si que c'est à usage traditionnel et ça, c'est une bonne nouvelle aussi parce que ça veut dire que ça a été utilisé c'est reconnu par l'Agence européenne du médicament comme une solution à usage traditionnel. Ça a été utilisé pendant, 30 ans dans plein de pays donc il y a beaucoup de recul. Donc au niveau sécurité d'emploi, on est pas mal. Et puis là, en fait, par exemple, pour la ménopause, hein, je vous le disais, c'est un cortège de plein de symptômes. Et donc là, en fait, voilà, si vous tapez bouffée de chaleur, palpitations, insomnie, voilà, toutes ces indications-là, vous allez retrouver pour chacune d'entre elles, en fait, des solutions naturelles pour lesquelles on dispose de preuves cliniques chez l'homme, hein, pas chez la souris, chez l'homme. Et donc, ça vous donnera effectivement des indications pour les utiliser et bien les utiliser. Voilà. Eh ben, merci. Nous arrivons à la fin du webinaire. Infiniment merci, Cécile, pour votre présentation. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Peut-être que si vous voulez clôturer, je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, écoutez, merci à vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire et j'espère que vous partez avec des conseils pratiques. Hein, et en tout cas, retenez les 4, mais vous pourrez le revoir en replay, retenez les 4 pétales de cette fleur. Hein. Il y a vraiment, vous pouvez agir à 4 niveaux et ça peut changer beaucoup de choses. Donc, je vous encourage à le faire parce que c'est votre santé. Et c'est encore une fois, c'est pas de la coquetterie et c'est important pour tout pour votre organisme. Donc voilà, n'hésitez pas et surtout, voilà, profitez de tous ces conseils, faites votre bilan prévention et utilisez tout ce qui est à votre disposition pour bien vivre cette période. Et c'est une nouvelle, oui, de nouvelles choses qui se présentent. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, Au revoir. à bientôt.